Donc on se retrouve aujourd'hui dans la matrice. Ah, ça fait du bien, on est tellement bien dans la matrice. Ça nous permet d'oublier ce petit monde, ce monde de fou. On vit dans un monde de fou, je vous le dis, je vous le dis. Donc plus sérieusement, qu'est-ce qu'on va voir? Eh ben, on va voir un petit peu comment, eh ben, gérer OWASP Zap. Qu'est-ce que OWASP Zap? Eh ben, c'est un petit peu... attendez, excusez-moi, je le mets là. Hop, je vais remettre le double écran, vous inquiétez pas, ça va bien se passer comme le vaccin. Hop, voilà, ça y est, là on est reparti, on est bien. Donc, au WASP, voyons un petit peu ce que c'est. Parce que bon, faut pas prêcher que pour sa paroisse, quoi. Il n'y a pas que Burp Suite, il faut, comme on vous a appris quand vous étiez jeune, thèse, antithèse, synthèse. Donc, bah, la thèse c'était Burp Suite, on va voir l'antithèse. C'est notre ami Zap OWASP. Donc, Zap OWASP, vous vous rappelez, c'est cette fondation de bienfaiteurs comme euh, Bill et Melissa Gates qui veulent le bien des peuples et la sécurité des internets. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont fait un outil terrible qui permet le test de pénétration. Donc c'est un framework qui est un petit peu comme Burp Suite, sauf que lui, bah, il est du bon côté de la barrière. Il fait tout gratuit. Donc on va pouvoir énumérer, on va pouvoir brute forcer, on va pouvoir faire plein de choses complètement dingues. Donc on va voir un petit peu cet outil aujourd'hui, plus sérieusement. Et bah, vous allez voir que bah ouais, il y a beaucoup de gars de l'infosec qui font du Burp Suite, mais il y a aussi des avantages et fonctionnalités que Burp Suite n'a pas. En tout cas, pas dans sa version gratuite. C'est pour ça qu'on a piraté Burp Suite pour utiliser la version pro. Mais si vous n'avez pas envie de faire ça, que vous êtes quelqu'un de bien, et c'est bien, il en faut, et ben qu'est-ce qu'on peut faire avec WhatsApp? Eh ben, on peut faire de l'open source et du gratuit. Il n'y a pas de version premium, aucune fonctionnalité n'est verrouillée. Derrière un paywall, il n'y a pas de code propriétaire. L'utilisation de WhatsApp sur Burp Suite présente également bah, quelques avantages qu'on va énumérer tout de suite. On a une analyse automatisée des applications web. Cela analysera automatiquement, passivement et activement les applications web. Donc ça a du bon. Et ça permet également de découvrir les vulnérabilités, de faire un plain site ou un sitemap, comme on l'appelle, et de cartographier en fait le site qu'on attaque. C'est une fonctionnalité payante dans Burp. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le web spidering qui vous permet de créer passivement une carte de site web avec la technique du spidering, du crawling. C'est une fonctionnalité payante, je rappelle, dans Burp. On a le intruder. Ça permet de faire des attaques de la force brute et il n'y a pas de limite. Vous savez que malheureusement, sur Burp, dans la version gratuite, eh ben, il faut attendre une plombe et vous êtes limité. Limité en termes d'attaque, limité en termes de requêtes par seconde sur le serveur. Donc, il n'y a pas ce problème avec notre ami Zap et pas besoin de transférer des requêtes individuelles via Burp lors d'attaques manuelles, devoir changer les fenêtres pour envoyer une requête via le navigateur, puis transférer tout dans Burp. Donc ça peut être vite fastidieux. Et là, l'avantage qu'on a, eh ben, c'est que tout est compris dans OWASP, Zap, et il va intercepter automatiquement. Alors que, bah, encore une fois, ce sont des versions payantes dans Burp. Donc tout ça, ça a de grands avantages et, eh ben, ça permet de faire beaucoup de choses. Que fait quasiment Burp Suite, mais avec une autre application et il va falloir se familiariser sur les deux, être à l'aise sur les deux. Donc les sitemaps, c'est quoi? Bah, ça s'appelle des site trees. Le HTTP historique, on avait vu dans Burp Suite, là, c'est l'historique, classique, history. Le scope, le paramètre, on appelle ça un contexte. Donc vous voyez que c'est juste les noms qui changent. L'interception, on appelle ça un break. Le repeater, on appelle ça un request editor. L'intruder, on appelle ça un fuzzer. Le spider reste spider. Le scanner devient active scan. Et le Burp Suite Application Store devient le marketplace add-on dans Zap. Donc vous pouvez également ajouter plein de modules gratuits
pour le coup, alors que dans Bursuite, certains sont gratuits, d'autres sont payants. Donc ce guide, on va voir comment effectuer des opérations comme le scan automatisé, l'attaque de brute force des annuaires, faire un scan sur tout ce qui est authentification, voir les différentes pages de connexion qu'on pourra attaquer via une attaque de force brute et installer des applications ZAP. Ok. Donc ZAP, ça veut dire quoi? Ça veut dire Z Attack Proxy. Ok. C'est l'application ZAP. Donc on va se connecter sur notre petit serveur et on va commencer à s'y mettre et voir un petit peu comment ça fonctionne. Ok, je vais faire un petit speech, on va voir brièvement. Euh, donc il y a un manuel vraiment très 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 complet qui est plutôt long même, j'ai envie de dire. Donc là, je vais revoir juste les bases. C'est pas le cours à proprement dit Try Hack Me, c'est la documentation qui vient directement du site zapproxy.org. Et on va voir un peu ce qu'ils nous disent. On va survoler et je vais faire ma petite introduction. Je vous mettrai en PDF toutes les commandes, toutes les explications. Donc il y a des centaines de pages. C'est un outil extrêmement complexe, exactement comme Burk. Là-dessus, il n'y a aucune différence. Donc on va voir quand même que ça serve d'introduction de base à l'utilisation de Zap pour effectuer en fait des tests de sécurité. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait du web app pen testing. C'est pas du test d'intrusion sur un système d'exploitation, sur un système d'information. C'est un test de sécurité d'intrusion sur des web apps, donc des applications web. Donc même si vous n'avez pas d'expérience en test de sécurité, ça peut être intéressant déjà de comprendre certains concepts et la terminologie des tests de sécurité qui sont inclus dans Zap. Ça permettra à moindre frais de tester vos propres applications web. Et si vous travaillez pour une entreprise, vous savez que c'est gratuit. Rien ne vous empêche sur votre temps libre, avec l'accord bien sûr de votre entreprise, de vos supérieurs hiérarchiques, de faire des tests de sécurité. Donc les tests de sécurité logicielle, on va parler un peu génie logiciel, sont les processus d'évaluation et de test d'un système pour découvrir les risques de sécurité et les vulnérabilités du système et de ses données. Il n'y a pas de terminologie universelle, mais pour nos besoins, nous définissons les évaluations comme analyse et la découverte de vulnérabilités sans tenter d'exploiter réellement ces vulnérabilités. Nous définissons les tests comme la découverte et la tentative d'exploitation de vulnérabilité. Les tests de sécurité sont souvent répartis, parfois arbitrairement, en fonction du type de vulnérabilité testée ou de type de test effectué. Une évaluation commune, est l'évaluation de la vulnérabilité. Le système est scanné et analysé pour les problèmes de sécurité. Ensuite, on a des tests d'intrusion, de pénétration. Le système subit une analyse et une attaque de simulation d'attaquants malveillants, les hackers. Et des tests d'exécution aussi. Le système alors subit une analyse et des tests de sécurité de la part d'un utilisateur final. Et la quatrième étape, la plus importante, c'est si on veut corriger tout ça, il faut un examen du code, un audit du code système qui fait l'objet d'un examen et d'une analyse détaillée en recherchant spécifiquement les vulnérabilités de sécurité. Notez que l'évaluation des risques, qui est généralement répertoriée dans le cadre des tests de sécurité, n'est pas incluse dans cette liste. En effet, une évaluation des risques n'est pas en réalité un test, mais plutôt une analyse de la gravité perçue des différents risques, la sécurité logicielle, la sécurité du personnel, la sécurité matérielle, etc., etc., et des éventuelles mesures d'atténuation des risques. On parle d'atténuation des risques. En effet, si un protocole présente des failles, ou si vous devez l'utiliser en entreprise, eh ben, vous ne pouvez pas bloquer le port. Vous ne pouvez pas le stopper, le couper, l'arrêter, l'annihiler. Vous êtes obligé d'utiliser ce protocole, ce port. euh, et donc, il faudra trouver des atténuations. Atténuer les risques, puisqu'on sait qu'en entreprise, on ne peut pas se passer de cette technique, on ne peut pas se passer de cette composante, on ne peut pas se passer de ce protocole, on ne peut pas se passer de ce port réseau. Donc les tests de pénétration.
Pentesting en anglais, tests d'intrusion en français sont effectués comme si le testeur était un attaquant externe, malveillant. C'est pour ça que je vous dis toujours rentrer dans la peau du hacker. Pour pouvoir défendre les gentils, il faut comprendre comment font les méchants. Il va falloir se mettre dans la tête d'un black hat. Et le black hat, il veut quoi? Le but, c'est de s'introduire dans le système et de voler les données, de les exfiltrer ou de mener une sorte d'attaque par déni de service, soit pour cracher le système, soit pour l'endommager, soit pour faire du ransomware, chiffrer les données, demander une rançon, soit faire du flood, faire un déni de service pour que le système devienne inopérant, soit au niveau de son infrastructure hardware, ça peut être du réseau, ça peut être des grappes du disque dur, ça peut être du CPU, tout ça, on va faire différents dénis de service pour saturer la machine et qu'elle ne puisse plus communiquer avec l'extérieur. Le pentesting a l'avantage d'être plus précis, car il a moins de faux positifs, les résultats qui signalent une vulnérabilité, mais qui ne sont pas réellement présents. C'est ce qu'on appelle un faux positif. Vos antivirus peuvent détecter des faux positifs, mais il y a aussi des faux négatifs. Mais peut prendre du temps à exécuter. Donc c'est une tâche qui est chronophage. Le pentesting est également utilisé pour tester les mécanismes de défense, vérifier les plans de réponse et confirmer le respect de la politique de sécurité qui a été mise en place par les DSI. D'accord? Euh, le pentest automatisé est une partie importante de la validation d'intégration continue. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il permet de découvrir de nouvelles vulnérabilités ainsi que les régressions pour des vulnérabilités antérieures dans un environnement de production ou de développement qui change rapidement et pour lequel le développement peut être hautement collaboratif et distribué. Je vous dis toujours, la plus grande faille, c'est la faille humaine. Quand vous faites du dev, vous travaillez de façon collaborative et le travail est distribué entre différents acteurs. Ces différents acteurs n'ont pas le même niveau de compétence, n'ont pas le même background, la même historicité, le même niveau d'ingénierie au niveau de ces systèmes d'information, au niveau de ces applications web. Donc il va falloir uniformiser l'impact que ça peut avoir. Pourquoi? Pour réduire, pour entraîner la régression des vulnérabilités antérieures et pour découvrir les nouvelles vulnérabilités qui s'offrent à la surface et qui accroissent la surface d'attaque d'un système d'information, d'une application web, puisque malheureusement quand on développe, c'est inhérent au développement. Il n'y a que les robots qui se trompent pas. Nous, on est des êtres humains, on développe des solutions qui sont faillibles, qui ont fait des erreurs. C'est le propre de l'être humain. Et c'est tant mieux comme ça. Donc le processus de pentesting, le pentesting manuel peut être soit manuel, soit automatisé. Et souvent, c'est en conjonction. On va commencer par exemple par un scan automatisé qui va nous permettre de défricher la surface d'attaque, relever les failles majeures ou les problèmes qu'on va pouvoir ensuite analyser plus en profondeur via un test d'intrusion manuel. C'est pour ça que je vous dis toujours, c'est bien d'utiliser des outils qui vont tout faire à votre place, mais si derrière vous ne connaissez pas toutes les techniques qui permettent à ces tests automatisés de fonctionner, en gros, vous servez à rien. Il faut comprendre ce qu'on fait, toujours. Et ça prend du temps, je vous le dis toujours. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester les serveurs, les réseaux, les appareils, les terminaux. Donc là, aujourd'hui, on va se focaliser, ça va être vraiment un bref survol de l'OWASP Zap, mais on va se concentrer sur les tests d'applications web ou de sites web. Mais vous savez que des sites web, maintenant vous devriez le savoir, qui dit site web dit très souvent application web et base de données. Tout ça est servi par un site web, par un serveur web. Donc ce sont de multiples euh, composantes qui travaillent en interaction pour pouvoir vous fournir le World Wide Web qui est utilisé par des milliards d'êtres humains quotidiennement. Donc les tests d'intrusion, on a généralement trois étapes. La première étape, c'est la plus longue, je vous le dis toujours, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance, ce qu'on appelle l'énumération. Qu'est-ce qu'on fait? La finalité, c'est explorer. Explorer la matrice.
Le testeur tente de se renseigner sur le système testé. Cela inclut d'essayer de déterminer quel logiciel est utilisé, quels sont les endpoints, les points d'extrémité de connexion qui existent, quels correctifs sont installés sur la machine, sur le serveur, sur le réseau. Et cela inclut également la recherche sur le site de contenu caché grâce à l'énumération de vulnérabilités connues grâce à des scans de failles, des scanners de failles et d'autres indices de faiblesse en fonction de comment va répondre le serveur et des informations qu'il nous donne, on va pouvoir deviner les vulnérabilités qui sont connues dans le domaine public ou pas. Dans ce cas-là, on parlera de failles 0D qui ne sont pas connues dans le domaine public et on pourra exploiter par différents vecteurs d'attaque la surface d'attaque. La surface d'attaque, pour rappel, c'est l'ensemble des points d'entrée qui permettront à un hacker, à un black hat, de pénétrer sur le système. Ces points d'entrée sont constitués de vulnérabilités, de failles, et toutes cumulées, conjuguées ensemble, elles représentent la surface d'attaque. Plus vous allez utiliser de ports réseau sur une machine, plus vous allez utiliser de composantes applicatives, de différents hardware, plus la surface d'attaque va être accrue. C'est pour ça qu'en cybersec, on vous conseille d'arrêter d'installer 100 000 logiciels sur vos téléphones, sur vos tablettes, sur vos PC. Plus vous installez de logiciels, plus vous installez de composantes qui sont parfois critiques parce que ça gère de l'applicatif, ça gère du réseau, ça gère du bas niveau avec le système d'exploitation, plus ces matériels physiques, le hardware, ou ces matériels logiciels, donc tout ce qui est applicatif, pourront entraîner de nouvelles failles. Donc moins vous avez de logiciels qui tournent sur votre PC, moins vous utilisez de ports réseau, moins vous utilisez différents hardware, matériels, plus vous avez de chances d'être sécurisé. À l'inverse, plus votre système d'information, votre serveur est complexe, plus il utilise différentes composantes, hardware, software, et variées avec des briques, plus il y a des chances qu'il y ait des failles. C'est aussi simple que ça. Plus le système, il y a vraiment une règle qu'il faut que vous appreniez. Plus le système est complexe, plus il sera poreux, plus on pourra facilement le pénétrer. Et moins il y aura de chances d'atténuer ces failles et de corriger et de protéger le système. À l'inverse, plus le système est simple, plus la surface d'attaque sera réduite. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous fais l'analogie. Plus vous installez d'applications, plus il y a des chances que vous installiez des backdoors sur votre téléphone. Plus vous utilisez les applications qui vous servent et vous effacez toutes celles qui ne vous servent pas, c'est pareil en réseau. On va fermer tous les ports sur notre machine qui ne nous servent pas. Plus vous avez de chances de sécuriser votre machine et de ne pas avoir de problème de 0D, de failles logicielles, matérielles et de ports protocole réseau qu'on pourra exploiter de la part d'un attaquant. Deuxième étape, l'attaquant. Justement, le testeur se met dans la peau d'un hacker. Le testeur va tenter d'exploiter les vulnérabilités connues ou suspectées pour prouver quoi? Leur existence. Comment ça s'appelle? En anglais, on appelle ça un POC, une preuve de concept. Proof of concept. Je sais que je peux aller pirater le téléphone d'un gars via cette faille, eh ben je fais un POC. Je vais rédiger soit un mémoire, soit je vais rédiger un papier scientifique qui va être corroboré par mes pairs. Et ensuite, je pourrais faire une vidéo sur YouTube où je montrerai aux gens que si le fabricant ne se bouge pas le cul pour corriger la faille, voilà comment on peut l'exploiter. Donc ça, c'est le proof of concept. Ensuite, on a les rapports. Je vous ai dit, arrêtez de croire que si vous voulez travailler dans la cybersécurité, vous allez passer votre temps à hacker des machines. Non, il y aura des parties où vous ferez l'interface avec le client, il y aura des parties où vous serez en costard-cravate, vous ne serez pas avec vos gants, votre capuche, votre masque Anonymous à hacker des machines dans une cave. Il faudra discuter avec les gens, il faudra leur expliquer avec des mots simples, vulgariser toutes les techniques hautement, euh, comment dire,
technique, c'est le cas de le dire, puisque tout le monde n'est pas formé au réseau, tout le monde n'est pas formé à la cybersec, à l'infosec, à l'obsec. Il faudra vulgariser ça, expliquer comment vous avez pu utiliser une faille. Est-ce qu'elle était présente déjà dans le système d'information? Est-ce que vous avez manipulé un salarié de l'entreprise via l'ingénierie sociale pour le pousser à faire des choses et à vous divulguer des informations critiques sur le système d'information, voire des mots de passe, ou tout simplement vous avez utilisé une faille qui est connue que par vous, une 0D, et qui a permis de se connecter et d'exfiltrer des informations d'un serveur. Donc tout ça, ça passe par quoi? Ça passe par le rapport. Le rapport, le testeur va rendre compte des résultats de ses tests, y compris des vulnérabilités, la façon dont il les a exploitées, la difficulté des exploits et la gravité de l'exploitation. Donc il faudra quantifier et expliquer, vulgariser pour des gens qui n'ont pas vos compétences, parce que ce ne sont pas leur travail, ce n'est pas leur travail, enfin, s'ils sont plusieurs, ce ne sont pas leur travail, et donc il va falloir que vous expliquiez ça simplement. Je vous ai dit dans ma précédente vidéo, prenez des notes, faites des captures d'écran, laissez-vous des notes, et après, développez vos notes, faites un compte rendu intégral. Une vidéo en temps réel est la meilleure des preuves, honnêtement. Fournissez un maximum de euh, données à votre client, déjà pour pas passer pour un charlot, pour montrer que vous êtes professionnel. Et trois, ça permettra aux ingénieurs, aux techniciens, euh, côté client, ensuite de récupérer ce dossier lors de votre test d'intrusion pour pouvoir définir ensuite des politiques de sécurité, définir des patchs à appliquer et la remédiation, remédier aux failles que vous aurez trouvées. Ne vous dites pas, je fais mon boulot, je pense qu'à ma gueule, je chope mon chèque, je me barre. Ça marche pas comme ça. Vous œuvrez, vous faites partie, vous êtes un des rouages d'un système globalisé. Vous êtes là pour aider ensuite, vous faites de l'intrusion, vous êtes là pour aider ensuite les équipes de Blue Team, les équipes de veille, les équipes des SOC à sécuriser les infrastructures de votre client. Et donc, il faut leur donner des preuves tangibles, il faut leur donner des informations pertinentes pour les aiguiller et vous les aiderez. C'est collaboratif, c'est un travail collaboratif. Vous les aiderez à sécuriser ensuite l'infrastructure grâce aux découvertes que vous aurez faites. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes un rouage d'une grande machine. Ok? Ça, c'est important à comprendre. Donc, avertissement. Bon, après, on va rentrer tout ça, mais je vais quand même vous expliquer un petit peu Zap, parce que là, c'est toute la philosophie en fait du pen testing, mais c'est bon à connaître. Il ne faut pas arriver en dilettant. Je vous ai dit, il y a une technique, il y a une méthodologie et il y a un état d'esprit, ce que j'appelle le mindset. Vous devez comprendre tout ça pour être parmi les meilleurs le jour où vous prendrez vos fonctions. Et moi, mon but, c'est de vous guider. Donc, on va voir un petit peu ce croquis et je vais vous reparler un peu. Je vais reprendre ça. Pardon. Je peux pas l'avoir dans un nouveau. Ok, il a décidé de m'emmerder. Donc, attaque de l'homme du milieu. Variation. Man in the middle. Non, man in the middle brother. Attaque de l'homme du milieu HIDM dans le navigateur. Donc, c'est une variation. Donc, burp, zap se mettent au milieu et interceptent la partie front-end, votre navigateur web, la couche applicative, et toutes les requêtes sont interceptées avant de les renvoyer, modifiées ou non, au serveur applicatif, au web, à l'application web du serveur. À l'inverse, quand le serveur web répond à votre sollicitation de la machine cliente, le front-end, le back-end répond au front-end. Là, il y a des requêtes qui sont renvoyées vers votre navigateur et Burp ou Zap les intercepte. Donc, c'est ce qui nous permet de faire plein d'attaques qui sont très importantes. Donc là, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne.
Donc je vous ai parlé un peu des objectifs, des tests d'intrusion. Maintenant, je vais vous parler un peu pourquoi on fait ça en fait, hein, parce qu'il y a toujours une finalité. C'est pas pour nous beaux yeux entre guillemets. Il faut trouver des finalités à l'exploitation. Et le but ultime du pen testing, c'est de rechercher des vulnérabilités afin que ces vulnérabilités puissent être corrigées. Je viens de vous le dire. Il peut également vérifier qu'un système n'est pas vulnérable à une classe connue ou à un défaut spécifique, ou, dans le cas de vulnérabilité signalée comme corrigée, vérifier que le système n'est plus vulnérable à ce défaut. Donc, on a plusieurs tests d'intrusion. On en a un en amont qui va détecter les failles, un autre qui va permettre de vérifier que certaines failles qui étaient connues ont été corrigées, et il y en a un en aval qui va se faire à la fin et vérifier que les failles corrigées, enfin que toutes les failles sont corrigées, autant celles qui étaient connues avant que les nouvelles qui ont été découvertes. Donc ZAP, Z Attack Proxy, c'est un outil de test de pénétration open source gratuit qui est géré sous l'égide de l'Open Web Application Security Project, qu'on appelle quoi? Bah, OWASP. ZAP est spécialement connu pour tester les applications web et est à la fois flexible et extensible. Flexible parce qu'il s'adapte à l'ensemble de la surface d'attaque, et extensible puisqu'on peut adjoindre, on peut lui ajouter de nouveaux modules. Fondamentalement, ZAP, c'est ce qu'on appelle un proxy intermédiaire. Ok? C'est l'homme du milieu. Il se situe entre le navigateur du testeur et l'application web afin qu'il puisse et intercepter et inspecter les messages envoyés entre le navigateur et l'application web, modifier le contenu si nécessaire, puis transférer ces paquets vers la destination. Il peut être utilisé comme une application autonome ou comme un processus d'aimant. Donc un daemon, ça va tourner en résidant sur la machine cliente. C'est ce qu'on appelle un service sous Windows. OK? Donc si un autre proxy est déjà utilisé, eh ben, on peut, comme de nombreux environnements d'entreprise, ZAP peut être configuré pour se connecter à ce proxy. Trois composantes, mais il peut y en avoir plusieurs. Alors, je vais bien m'effacer ça, hein. Voilà. OK. Deux proxys. Premier proxy, celui de l'homme du milieu. Second proxy, celui de l'entreprise. Et on va passer de proxy en proxy. Là, on voit que entre le front-end côté client et le back-end côté serveur, on avait un proxy. Là, maintenant, on en a deux. Et puis, on peut en avoir même bien plus. OK? Donc, Zap fournit des fonctionnalités pour une gamme de niveaux de compétences, des développeurs aux testeurs novices, en passant par les testeurs de sécurité qui sont confirmés, les spécialistes des tests de sécurité. Zap a des versions pour chaque système d'exploitation majeur et le système Docker. Donc vous connaissez les machines virtualisées, ça c'est utilisé depuis une quarantaine d'années, le grand public les connaît depuis une vingtaine d'années on va dire. Maintenant l'avenir c'est le Docker. Le Docker c'est compartimentation, c'est plus de la virtualisation, c'est de la compartimentation. Et ça présente de nombreux avantages. Déjà en termes de charge système, en termes d'entrée-sortie, ce qu'on appelle les I/O, input, output, c'est beaucoup plus fiable, beaucoup plus effectif. Une machine virtualisée, vous savez que vous allez perdre, même si votre ordinateur est puissant, vous allez perdre, allez, on va dire entre 40 et 10% de la puissance de votre CPU, de la RAM, de vos disques durs, puisque le système est émulé. C'est de l'émulation, il est virtualisé. Le Docker, c'est un autre système et on peut dire qu'on a quasiment les mêmes performances, peu importe les composants de l'ordinateur, qu'une vraie machine. Tout, sauf que c'est pareil, c'est de l'émulation, mais c'est une autre forme d'émulation qui est différente de la virtualisation. Donc, vous, grosso modo, Zap, vous n'êtes pas lié à un seul système d'exploitation. C'est multiplateforme. Des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles gratuitement à partir d'une variété de modules complémentaires sur le marché Zap, accessible depuis le client. Étant donné que Zap est open source, le code source peut être examiné pour voir exactement comment la fonctionnalité est implémentée. Tout le monde peut se porter volontaire pour travailler sur Zap.
corriger des bugs, ajouter des fonctionnalités, relire le code source, créer des pull requests pour extraire des correctifs dans le projet et créer des modules complémentaires pour prendre en charge des situations ultra spécifiques, spécialisées. Comme pour la plupart des projets open source, et vous savez que je vous pousserai tout le temps vers l'open source, parce qu'on a l'intégrité, la transparence du code, on peut faire un audit, et c'est pour ça que je n'aime plus les systèmes d'exploitation qui sont totalement fermés, qui sont en closed source. Et le meilleur exemple, bah, c'est Windows ou macOS. Ok? Donc, essayez toujours d'utiliser un projet open source, même si ça demandera plus de développement, parce que vous n'allez pas acheter des clés, des fonctions, des fonctionnalités, des logiciels clés en main. Au moins, vous aurez la garantie de pouvoir auditer le code source. Et il n'y aura pas ce qu'on appelle en ingénierie logicielle des black box. En gros, des bouts de code auxquels vous n'avez pas accès et dont rien ne vous garantit qu'ils ne font pas des choses malicieuses, comme vous espionner ou exfiltrer vos informations. Et pour une entreprise, eh ben, c'est important. Est-ce que vous voulez vous faire espionner? Est-ce que vous voulez qu'il y ait de l'espionnage industriel? Est-ce que vous avez totalement confiance aux prestataires euh, qui vous donnent eh ben, plein de logiciels, plein de matériel auquel vous ne pouvez aucunement avoir accès au code source? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Ok, ça c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on voit l'ampleur de l'espionnage, de la surveillance de masse, de l'exfiltration des données, des cyberattaques et de l'espionnage industriel et économique. Donc, ça, c'est l'avantage. Et le fait qu'il y ait plein de gens qui travaillent gratuitement sur leur temps libre, eh ben, ça permet de réduire aussi le coût des projets. Et vous pouvez faire des dons si vous êtes philanthrope à la fondation OWASP qui, contrairement à la fondation Bill et Melissa Gates, est à but non lucratif. Ok, donc installer et configurer Zap, bah, il est préinstallé dans Kali Linux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on va aller voir. Et OWASP Zap. Donc, comment ça se passe? Je vais ouvrir un petit terminal. On va se lancer. Le premier truc, c'est le VPN. Sudo OpenVPN, je vais lancer ma connexion. Et on va survoler un peu l'outil avant d'attaquer la machine et comprendre comment ça fonctionne. Moi, j'ai toujours pas compris comment taper mes mots de passe, par contre. Ah, clavier numérique, ça peut être... ouais. Excusez-moi, j'avais oublié d'activer mon pad numérique. Donc, on va le déplacer. Numéro 2. Parfait. Ok. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'outil. Donc, vous pouvez l'installer. Ça nécessite Java 8. Et il y a un programme d'installation pour Mac OS X avec une version appropriée de Java. Vous pouvez l'installer sur Windows avec Java 8 ⁇ sur Linux, n'importe où. Et les versions de Docker ne nécessitent pas l'installation de Java, puisque l'avantage de Docker, c'est que vous n'avez pas besoin de dépendance. Qu'est-ce que sont les dépendances? Ce sont des programmes annexes, des librairies annexes qui vont être présentes, qui vont devoir être présentes pour pouvoir faire fonctionner votre logiciel. Donc l'avantage de Docker, je vous ferai des cours entiers sur Docker parce que c'est l'avenir et si vous travaillez en entreprise, peu importe ce que vous faites, vous allez un jour ou l'autre avoir besoin de Docker et vous allez voir que ça rend des putains de services.